Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de l'Instant Critique, consacré à la saison 8 de Ninjago. Alors que sa suite, la saison 9, s'apprête à sortir, il est temps de revenir sur cet opus glorifié par les fans, enfin sauf par moi. Car oui, aujourd'hui, je vous démontre en quoi la saison 8 est en fait l'une des pires saisons de Ninjago. Après la fin de la saison 7 et la disparition de Wu et des mains du temps dans le vortex temporel, il était évident qu'une saison 8 était prévue pour la série. Et c'est pour finir non pas en juin comme à l'habitude, mais en janvier de l'année suivante que les fans en délire ont pu découvrir la saison 8, nommée Les Fils de Garmadon. Prenant place un an après les événements de la saison 7, cette nouvelle histoire suit nos 6 ninjas, occupés à protéger leur monde tout en recherchant Sensei Wu. Ils vont bientôt se retrouver face à un nouveau problème, les Fils de Garmadon, un gang de bikers semant la terreur dans Ninjago City, et dont l'un des membres a volé un mystérieux masque qui se révèle être le masque Oni de la vengeance. Cette découverte va conduire les ninjas à rencontrer la famille royale de Ninjago, soucieuse d'être protégée car étant en possession d'un autre masque. Alors qu'une romance s'installe entre Lloyd et la princesse Harumi, les ninjas vont devoir à nouveau affronter les bikers, déjouer un attentat contre la famille royale, enquêter sur les motivations des fils de Garmadon et de leur mystérieux chef, le silencieux, qui désire en fait ressusciter Lord Garmadon, retrouver les masques, infiltrer le gang, affronter des créatures carnivores et même le samouraï X. Bref, une intrigue intéressante, du moins quand on en lit que les grandes lignes et qu'elle est sortie de son contexte. Car vous aurez remarqué quelque chose d'étrange, c'est qu'il n'y a quasiment aucun lien avec la saison précédente. Quand même, terminer la saison 7 sur quelque chose d'aussi gros, et pour finir ne pas l'exploiter du tout dans l'opus suivant, n'a aucun sens. Parce que je veux bien admettre qu'il y a le retour de Bébé Wu, mais c'est quand même très secondaire, surtout bancal, mais on y reviendra plus tard. Je trouverais cette décision totalement absurde si elle venait des scénaristes, mais ce n'est pas le cas. Le problème vient surtout d'une société de production, nul autre que Lego, et du film Ninjago sorti en septembre 2017, comme par hasard entre les saisons 7 et 8 de la série. Après la sortie de la saison 7 en janvier 2017, la saison 8 aurait normalement dû sortir en juin, comme traditionnellement. Or, il faudra en tout attendre un an avant que la suite tant attendue ne sorte. Le fait est que 2017 a été une année assez particulière, car c'est cette année que le film Ninjago est sorti au cinéma. En plus d'être un très mauvais film comparé à ses prédécesseurs, il a grandement affecté l'histoire de la saison 8 alors qu'on nous avait promis que ce ne serait pas le cas. Et non, je ne parle pas seulement des nouveaux physiques des personnages parce que si ce n'était que ça ne serait vraiment pas un problème. Bref, revenons donc au point de départ de tout ça, le film et surtout les produits qui vont avec. Vous vous êtes sans doute rendu compte que de nouvelles coupes de cheveux avaient été créées pour chacun des ninjas. Mais il y a aussi le casque et l'armure de Garmadon, les 2 coupes de cheveux de Coco, de nouveaux chapeaux traditionnels, etc. Lego a pour cela dû créer plein de nouveaux moulages de figurines. Or, ces moulages coûtent très cher. Et pour rentabiliser tout ça, même après les vagues de produits du film, il fallait continuer à produire les pièces fabriquées à partir de ces moulages. C'est donc les produits Ninjago qui devraient contenir ces nouveaux types de pièces. Mais c'est un énorme problème. Car cela implique non seulement de changer le design des personnages, ce qui n'est pas très grave même si cette fois ce n'est pas expliqué, mais surtout, cela change tout le scénario, parce qu'il va falloir faire revenir Garmadon, qui n'a pas du tout sa place dans l'intrigue prévue à la base pour la saison, axée sur Wu et les mains du temps. L'équipe s'est donc retrouvée contrainte par la production à changer totalement ses plans et à remanier entièrement l'histoire. La saison a donc été réalisée avec moins de temps, et il a fallu imaginer une histoire qu'on ne voulait pas à la base. Ça, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. En même temps, les fans étaient surexcités, parce qu'on leur avait vendu une saison incroyable, et même un tournant dans l'histoire de la série. Mais personnellement, je ne vois pas ce que la saison 8 est de si particulier. La saison 8 avait été vantée par l'équipe comme un chef-d'œuvre, la meilleure saison de Ninjago, et un tournant pour la série, ce que je ne comprends absolument pas. Personnellement, je la trouve on ne peut plus basique, surtout dans son intrigue. Elle reprend en fait le schéma habituel de pratiquement toutes les saisons. La quête d'un ou plusieurs artefacts qui sont utiles aux méchants pour conquérir le monde. Dans le pilote, c'était les armes d'or. Dans la saison 1, les lames sacrées. Dans la saison 3, les technolames et les armes d'or. Dans la saison 5, les objets pour la tombe du premier maître du Spinjitzu. Et dans la saison 7, c'était les lames du temps. Bien que quelques saisons fassent l'exception, et que chacune réinvente à sa manière cette quête, ça restait dans les grandes lignes la même chose. Mais lorsqu'on nous annonce la meilleure saison de tous les temps, on est en droit de s'attendre à quelque chose de différent. Et non, pour finir, on se retrouve encore avec la quête d'artefacts. Cette fois les 3 masques Oni qui vont permettre aux méchants d'accomplir leur but, ressusciter Garmadon. Rien de si incroyable. Tout étant très basique, on va saper ce passage. Pour finir, les ninjas arrivent à battre les fils de Garmadon à la fin de l'épisode 82. Et Garmadon n'est pas ressuscité. Et en fait, car à la fin on voit son bras sortir de... Attendez,
Ça vous rappelle rien? Ah oui, c'est vrai. La fin de l'épisode 32, où les ninjas pensent avoir gagné, mais en fait, à la fin, on se rend compte qu'Overlord a bien survécu et a retrouvé sa forme physique. Eh ben, quelle originalité pour cette saison si novatrice. Et ensuite vient le climax. La scène, le combat final qui clôture la saison et amène l'élément de résolution. Le problème de ce climax, c'est qu'avant, tout était préparé pour arriver à un final grandiose. Overlord qui obtient les pouvoirs du premier maître du Spinjitzu, Shen et son armée d'Anacondra, Moro qui invoque la très puissante, le grand dévoreur, le voyage temporel, les souhaits illimités de Nadakan, bref, du grand spectacle pour terminer la saison en apothéose. Là, toute la quête de la saison se résume à ressusciter un gars, et pourtant il faut bien un grand combat et une fin spectaculaire. Du coup, on termine la saison avec un bonhomme caillou géant avec un chapeau sur la tête qui attaque Ninjago City. Et c'est ça la meilleure saison de Ninjago selon vous? Les gars, même dans la saison 2, une saison que je déteste, on avait un final grandiose. Lloyd contre Overlord, le combat ultime du bien contre le mal, rien que ça, avec une musique grandiose et de super idées visuelles. Là, c'est vraiment bâclé. Autre chose, le fait que les ninjas aillent dans le royaume de l'Oni et du dragon. C'est assez inattendu et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça va amener plein de super choses dans la saison 9. Mais la façon dont c'est amené est vraiment mal gérée. Donc un bonhomme en pierre géant attaque Ninjago City et tout le monde est en danger. Bien sûr, les seules personnes capables de sauver la ville sont les ninjas. Donc Mistake a l'idée de génie de leur donner un moyen de partir, sans qu'ils sachent comment revenir au moment où on a le plus besoin d'eux, et sans même leur dire à quoi sert le thé. Très intelligente cette femme. Mais il y a aussi d'autres problèmes. En fait, la saison en est parsemée, comme le paradoxe des flashbacks. Ils ne servent absolument à rien. Enfin si, mais tout est tellement flou qu'en fait, au lieu d'en apprendre plus, on est encore plus perdu. La scène du flashback de Cole, qui nous apprend rien sur les origines de son pouvoir, mais confirme seulement que sa mère est morte. C'est pas grand chose, hein. Et celle du flashback de Zane qui, contrairement à ce qu'on nous avait promis, ne nous dit absolument pas comment Zane a obtenu ses pouvoirs. En gros, il y a juste Wu qui rend visite à Zane après que le maître de la glace soit passé. Ce qui est stupide, c'est que Wu soit venu alors qu'il ne savait pas que ce maître élémentaire était venu, alors qu'est-ce qu'il fait ici? En fait, le seul vrai bon flashback, c'est celui qui montre la mort des parents d'Arumi le jour où le grand dévoreur a attaqué Ninjago City. Mais il n'y en a qu'un. Bref, pour finir, l'histoire est basique et loin d'être aussi incroyable qu'on le dit. De plus, l'histoire a dû être écrite en un temps record. Et quand on se presse, on fait les choses à moitié. Et ça se traduit par d'énormes failles et raccourcis scénaristiques. Donc, les fils de Garmadon sont à la recherche des 3 masques Oni dont ils ont besoin pour ressusciter Lord Garmadon. Le premier, le masque de la vengeance, se trouve chez Cyrus Bord. Le deuxième, le masque de la trahison, se trouve au palais royal de Ninjago. Le troisième, le masque de la haine, n'a jamais été découvert. Mais les 2 premiers sont facilement trouvables et les fils de Garmadon s'en emparent rapidement. On se doute donc que les ninjas vont se dépêcher de charger le 3e masque, parce que comme ça... Ah non en fait. Tous les épisodes qui suivent montrent les ninjas soit en train de faire des conneries, soit en train d'essayer de récupérer les autres masques. Et quand vient le moment où ils s'intéressent enfin au dernier masque, il y a une carte qui tombe du ciel et qui leur indique l'emplacement exact du temple Oni où se trouve le masque. On ne sait pas comment. En fait, Cole a trouvé un bébé au repas des bikers et c'est pratique. Dans la couche du bébé, il y avait une carte qui menait au temple. Temple qui a été construit par les Oni il y a des milliers d'années et n'a jamais été découvert, un peu comme la tombe du premier maître du Spinjitzu quoi. Mais non, il n'y a aucune explication. On est juste censé accepter que les fils de Garmadon avaient une carte qui menait au temple. J'ai besoin de savoir, c'est pas un petit truc sans importance, c'est un élément marquant de l'histoire. Même dans la saison 1, que je n'aime pas beaucoup, il n'y avait pas de truc de ce genre. Oui, il y a une carte qui mène aux lames sacrées, mais on explique comment Peter l'a eu, en utilisant le venin des sceptres. Comme dans la saison 6, où il y a une carte qui mène à l'île de la Veuve du Tigre. Elle ne nous tombe pas dessus comme ça juste parce qu'il faut faire avancer l'histoire, mais on ne sait pas comment. On nous montre comment les ninjas la trouvent. Elle se trouve dans la lanterne du capitaine Soto, ce qui est logique car Soto ayant utilisé le venin de la Veuve du Tigre contre Nadakan, il savait forcément comment s'en procurer. Et cette lanterne se trouve à bord du vaisseau de Nadakan, car son équipage a pillé le bateau de Soto. Voilà, tout tient la route, et c'est très bien expliqué. Mais ce n'est pas le seul raccourci de la saison, il y a bien pire. Le retour de Wu, transformé en bébé qui vieillit à toute vitesse, pour on ne sait quelle raison. Oui, on sait pourquoi il a rajeuni, même si c'est vraiment bizarre comme explication, mais on ne sait pas pourquoi il vieillit. C'est stupide. Et puis, comment se fait-il que les mains du temps ne soient pas réapparues avec Wu? Partant du principe qu'ils sont morts, pourquoi Wu est-il, lui, encore en vie? Et surtout, comment les fils de Garmadon l'ont-ils trouvé? C'est un bébé qui ressemble à tous les autres bébés.
Comment ont-ils pu savoir que c'était vous? Un truc qui était, à la base, censé être un pilier de l'histoire, est réduit à une petite histoire anecdotique qui est très mal expliquée. Et le pire, c'est que tout le monde a trouvé ça super. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas qu'on fasse revenir Bo au bébé, au contraire. Mais dans ce cas, expliquez-le bien, et ne le réduisez pas à une bêtise anecdotique. Faut dire, c'est pas le seul personnage qui a raté dans cette saison. En ce qui concerne les personnages, la saison 8 est un vrai désastre, presque autant que le film Ninjago, surtout en ce qui concerne les méchants. Nous reviendrons sur Garmadon plus tard, mais commençons par les 3 méchants principaux, Kilo, Ultraviolet et Mystery. Et déjà, première question, pourquoi est-ce qu'ils ont la peau grise? Il est évident qu'Ultraviolet et Kilo ne sont pas humains, mais alors, d'où viennent-ils? Je ne dis pas ça que par simple curiosité, mais parce qu'avant, on savait d'où venaient nos méchants. On savait qui était Klaus, on avait même plusieurs flashbacks, utiles cette fois, pour expliquer qui il était et pourquoi il haïssait Garmadon. Et pour l'équipage étrange et varié de Nadakan, on savait pourquoi ils étaient comme ça. Doubloon, on nous expliquait pourquoi il avait que 2 masques et ne pouvait pas parler. Même chose pour Doc Shank. Là où tout ce qu'on sait de Kilo se résume à sa position dans la hiérarchie du gang et pas du tout à pourquoi il est gros comme ça, on nous disait pourquoi Doc Shank ressemblait à ça. Les seuls bons méchants dans tout ça, c'est Harumi et Mystery. J'avoue que j'adore le personnage de Mystery, mais il n'est pas bon seulement parce qu'il est badass. Aussi parce que le fait qu'il n'a aucune personnalité et qu'on ne sache rien de lui fait partie du personnage. Je veux dire, le mec s'appelle Mystery. Mystère. Bien sûr qu'il va être mystérieux. De plus, il a l'air d'avoir des liens avec Zane. Peut-être qu'il en sait plus sur ses origines. Peut-être que c'est Echo Zane comme certains le disent. En tout cas, on ne sait rien de lui, mais au moins c'est assumé. Et puis on a Harumi, la première grande méchante de Ninja. Et franchement, elle est très bien. Le fait qu'elle contrôle les fils de Garmadon à distance sous le nom du silencieux, sa trahison envers les ninjas, tout cela est miracle dans cette saison si bordélique, très bien pensé et justifié par le seul flashback utile de cette saison. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des problèmes. Par exemple, les motivations de Harumi. Ramener Garmadon à la vie car elle pense qu'il pourrait mieux protéger Ninjago que les ninjas le font, plus original que je veux juste régner sur le monde. Malheureusement, ses motivations volent en éclats lorsqu'elle récupère le dernier masque. Pour finir, elle est juste la méchante de l'histoire et lorsque Garmadon attaque Ninjago City avec son bonhomme caillou, elle refait aux habitants la même chose que ce qui lui était arrivé avec l'attaque du Grand Dévoreur sans aucun scrupule, ce qui rend tout ce qu'on avait expliqué avant inutile. Dommage parce que pour une fois ce n'était pas bancal. Malheureusement, tout ne pouvait pas être aussi bon. Notamment le retour de Garmadon. Je crois que tout est mauvais avec ce personnage. Je n'ai jamais aimé Garmadon, à part dans le pilote et quand il était un sensei. Mais ça ne veut pas dire que le personnage était mauvais. Il était développé, avait une personnalité, un objectif, des dilemmes, bref, un vrai personnage même s'il n'avait pas toujours de super dialogue. Mais là, c'est juste le pantin d'Harumi, une marionnette qui fait tout ce qu'elle dit. La preuve, il ne parle pratiquement jamais. Pour Mystery, ce n'était pas un problème parce que ce n'est pas lui le méchant important et marquant de la saison, il n'est qu'un lieutenant. Mais Garmadon devrait avoir de bons dialogues et une importance dans le récit. Et puis niveau pouvoir, c'est pas vraiment extra. Le mec soulève des cailloux et fait de la fumée violette. Surtout que Garmadon est encore plus vieux que Wu. Donc c'est vraiment bizarre qu'il n'ait jamais découvert qu'il possédait tous ses pouvoirs. On essaye aussi de développer une dualité avec Lloyd, mais franchement, ce combat est vraiment inutile et n'a aucune portée émotionnelle vu qu'il n'échange pratiquement aucun mot. Bref, un personnage raté de plus. Espérons qu'il sera un peu meilleur dans la saison 9. Côté gentil, ce n'est pas beaucoup mieux. Pour les ninjas, à part le fait que Kai et Jen ne sont vraiment pas utiles à l'histoire, il n'y a rien de vraiment déplorable. Par contre, en ce qui concerne la famille royale et Yoshins, je ne sais toujours pas à quoi ils ont servi dans cette saison. S'ils n'avaient pas été une famille royale, je ne vois pas en quoi le récit aurait été affecté. Déjà, non, Tommy Andreessen, on ne sait pas comment Ninjago est gouverné, car... Tous ces ors et ces paillettes, c'est du bluff. Les membres de la famille royale sont des figurants. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir, alors à quoi servent-ils? Et puis, leur rôle se limite à de la figuration. J'avais moi-même un espoir de revoir Hutchins avant la fin de la saison, mais non. Ils ont produit la figurine d'un personnage qui n'a servi à rien. Mais ce ne sont pas les seuls personnages gentils ratés. Ixal n'est pas trop mal en tant que samouraï X. Mais franchement, l'explication de son identité gardée secrète est vraiment nulle. Je devais garder mon identité secrète pour protéger ceux que j'aime le plus au monde. Il y a aussi Mistake, un sous-sensei qu'on ressort du placard. Donc là où une des thématiques de la saison était justement d'apprendre à se débrouiller sans vous, on nous le remplace par le premier vieux qu'on trouve. Super. Après, ça n'empêche pas ces personnages de jouer leur rôle dans l'histoire. Mais soit ça va à l'encontre de ce que la saison était censée explorer comme thème, soit ça se limite à de la figuration. Donc même en termes de personnages, c'est décevant, à part ce qui concerne les ninjas, même si ce n'est pas mémorable.
Après tout ce qu'on a dit sur cette saison, je vois pas trop ce qui pourrait la sauver. Mais ceux qui la défendent me diront, bah, elle est géniale la saison 8, parce qu'elle est hyper mature. Et moi je répondrai, faux! Cette saison n'est pas plus mature que les autres. En fait, ce qui vous a fait croire ça, c'est sans doute le contraste avec la saison 7, où certains moments étaient si ridicules que ça en devenait gênant. Mais franchement, la saison 8 a aussi ses moments malaisants. Parce que franchement, vous allez pas me dire que ça, c'est drôle, et encore moins mature. Ou encore pire, ça. Mais il n'y a pas seulement ça. Beaucoup disent que la saison 8 est plus mature car des gens meurent. Oui, c'est vrai, mais là encore, j'ai quelque chose à vous répondre. Les grandes histoires d'amour finissent toujours de façon tragique. Dans la saison 8, les gens meurent pas devant nos yeux. Surtout que pour la famille royale, ça n'a rien de si grave. Ils étaient pas sympas du tout avec Harumi et on les a vus dans un seul épisode, tout ça pour qu'ils meurent sans qu'on les voie. Et pour les vrais parents d'Harumi, ok c'est dur, mais on les a vus à peine 3 minutes avant leur mort. Alors que dans la saison 6, Nia, qui est l'un des personnages les plus importants de la série, et de cette saison en particulier, meurt sous nos yeux et dans les bras de Jake qui est amoureux d'elle. C'est donc une scène beaucoup plus forte et mature. Donc, franchement, en termes de maturité, la saison 6 défonce la 8. Elle n'est pas forcément immature, mais elle l'est pas plus que les autres. Donc voilà encore un argument qui ne tient pas la route. Nous avons passé en revue tous mes arguments. Alors que faut-il en déduire? Tout simplement que la saison 8 est loin d'être la meilleure saison de Ninjago. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'aimer, bien au contraire, et de la préférer aux autres même. Moi-même j'ai bien aimé la regarder. Ce n'est pas ma préférée, mais bon. Mais j'aimerais qu'on arrête de dire que cette saison est la meilleure de toutes. À vrai dire, je ne suis pas le seul à penser ça. Les gens sont très divisés par cette saison, comme le montre ce sondage que j'ai réalisé. Elle n'est sans doute pas la pire des saisons, mais elle m'inquiète beaucoup. Jusqu'alors, l'équipe créative de la série Ninjago a toujours une certaine liberté. D'accord, sa raison d'être principale, c'est le marketing pour vendre des boîtes et se faire de l'argent. Mais si on met de bons artistes sur le coup, ça n'est pas forcément un problème. Et les artistes qui travaillent sur la série et les produits ont toujours eu une liberté, ont toujours pu faire ce qu'ils voulaient et penser bon. Et d'ailleurs, c'était très bon. Mais si Lego et les autres producteurs seulement avides d'argent commencent à interférer dans les affaires de l'équipe créative, on va commencer à perdre en originalité et en créativité, et tomber dans une spirale infernale où seul le fric comptera et plus l'envie de créer. Si on applaudit ça, on condamnera notre série préférée à ne devenir que le simple produit marketing qu'elle avait prouvé ne pas être. Et voilà, c'est la fin de ce gros dossier sur la saison 8. J'espère que cette vidéo vous a plu, et peut-être vous a fait changer d'avis à propos de cette saison. Si vous désirez voir plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle émission et de mes arguments, ou bien donnez-moi vos contre-arguments, tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi aller voter pour ma FAQ juste ici. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres, et à bientôt pour de prochaines vidéos.